Chers amis, bonjour, bienvenue sur Monti TV. Aujourd'hui, nous recevons M. Abbas Saïd Ahmed pour une émission spéciale sur le pétrole aux Comores. Avant de commencer, je vais laisser la parole à M. Abbas ici présent se présenter afin que nous sachions tous qui il est, son parcours professionnel et ce qui l'a amené à venir aujourd'hui parler avec nous. M. Abbas, bonjour. Bonjour, donc peut-être dire que je m'appelle effectivement Saïd Abbas Ahmed et je suis professeur de négociation et de médiation et je viens juste de soutenir une thèse de doctorat en sciences politiques à la Sorbonne et je forme des gens un peu partout dans le monde dans la négociation, la médiation et les questions de résolution des conflits. Et donc j'ai eu la chance de vivre au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, dans des pays où le pétrole est un enjeu important. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir partager ma modeste expérience par rapport aux questions concernant les hydrocarbures aux Comores. D'accord, donc on va tout de suite commencer avec des questions. Tout au long de l'émission, nous aurons des questions simples et précises afin que nous puissions déjà situer l'histoire du pétrole aux Comores. Donc ma première question sera, depuis quand savons-nous que nous avons du pétrole aux Comores? Déjà, est-ce qu'il y a du pétrole aux Comores aujourd'hui? Parce qu'il y a des rumeurs, des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Est-ce qu'il y a du pétrole aujourd'hui réellement aux Comores? Alors, si on se focalise sur les preuves scientifiques, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas foré. Pour être sûr à 100%, il faut forer. Forer, ça veut dire qu'on installe des tours très très grandes que tout le monde verra aux Comores. Et ces tours vont descendre à peu près à 2500-3000 mètres de profondeur. Ils vont percer le sol sous-marin et ensuite on va relever des relevés, c'est-à-dire on appelle ça des carottes, ce sont des bouts de terre, et on va les analyser et dans ces bouts de terre, on va voir la consistance de la teneur en pourcentage de hydrocarbures. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire à 100% qu'on a du pétrole. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que comme nous partageons une frontière avec Mozambique, avec la Tanzanie, et ça c'est notre façade occidentale de les Comores. La façade orientale, c'est la frontière avec Madagascar. Et comme ces pays ont commencé à forer et qu'ils ont des probabilités ou des certitudes pour les hydrocarbures, on peut dire qu'il faudrait vraiment être malchanceux pour que le pétrole s'arrête à la frontière de la Tanzanie et qui ne vienne pas chez nous, et à la frontière de Madagascar qui ne vienne pas chez nous. Donc, ce que nous disent les géologues, c'est que nous sommes sur la même plaque tectonique. Et donc, les propriétés de la plaque sont identiques. Je voudrais faire une nuance. C'est que aujourd'hui, en 5 ans, la Tanzanie est passée de 0 aux 3e réserve mondiale ou des réserves gigantesques de gaz. Donc, la Tanzanie, la distance qu'il y a entre le Comores et la Tanzanie est tellement petite qu'il a fallu arranger la frontière à l'amiable parce que les distances réglementaires n'étaient pas possibles. En conséquence, encore une fois, nous n'avons pas foré, mais eux ont foré. Et ils ont prouvé qu'ils avaient des réserves de gaz très très importantes. D'accord, donc pour résumer la question, c'est que nous avons du pétrole aux Comores aujourd'hui. Il nous reste juste à forer pour avoir la certitude scientifique ou mathématique que nous l'avons. C'est bien ça? Alors, nous avons, encore une fois, il faut être prudent. Mais les probabilités que le sol comorien soit similaire au sol du Mozambique et de la Tanzanie sont pratiquement de 99%. Et auquel cas, on aura les mêmes propriétés. D'accord. Et depuis quand cette question se pose-t-il? Depuis quand avons-nous ce doute? Depuis quand nous réfléchissons sur la probabilité d'avoir ou pas du pétrole? Est-ce que ça vient d'il y a 2 ans? Est-ce que ça vient cette année? Est-ce que c'est il y a 10 ans? Il y a 20 ans? Depuis quand cela existe? Je crois qu'il faut être honnête. On ne sait pas très bien. En tout cas, moi, je ne connais pas la date avec précision. La première fois que quelqu'un m'a dit qu'il y avait du pétrole aux Comores, c'était à l'époque de Taki. Quelqu'un qui était dans le régime Taki m'a dit il y a du pétrole aux Comores, il y a des hydrocarbures. Parce qu'on parle toujours de pétrole, mais il faudrait plutôt parler d'hydrocarbures, c'est-à-dire gaz et pétrole. Donc, personnellement,
la première fois qu'on m'a parlé de façon crédible de l'existence d'hydrocarbures aux Comores, c'est à l'époque du régime de Taki. Maintenant, il semblerait que ça s'est accéléré avec le régime de Sambi. Mais il est fort possible, quelqu'un m'a aussi dit que Azali savait qu'on avait des possibilités d'avoir des réserves importantes. Donc aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'il y a deux entreprises qui se sont rapprochées à l'époque du gouvernement Sambi pour demander au gouvernement Sambi des licences pour pouvoir faire de l'exploration. D'accord. Donc ça date d'il y a au moins 5-6 ans, voire plus. Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Est-ce que c'est d'une volonté politique, c'est économique, c'est technique, c'est judiciaire, c'est juridique, j'ai envie de dire, ou qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps entre le jour où Taki, par exemple, ou son gouvernement, des membres de son gouvernement t'ont affirmé cela, à aujourd'hui? Je pense que c'est tout à la fois l'ensemble de ces obstacles cumulés. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté d'un pays d'explorer. Ça veut dire qu'il faut un ministère, il faut une administration centrale, il faut des gens pour s'occuper de la question. Aux Comores, nous n'avions pas ces services. Ensuite, une fois qu'on décide de forer, il faut une connaissance juridique. Quel mode juridique allons-nous utiliser avec nos partenaires? Est-ce que nous faisons une concession? Est-ce que nous faisons un régime où le pétrole est exploité à moitié-moitié? Quelle modalité juridique nous faisons? Ensuite, il faut une expertise technique. Est-ce que nous avons l'expertise technique? Non, clairement, nous ne l'avons pas. À qui nous allons confier cette expertise technique? Ou à qui nous allons confier les moyens pour pouvoir avoir l'exploration? Donc, j'ai envie de dire que c'est à la fois le fait que le pays n'est pas bien organisé pour avoir des services fiables. Ensuite, le fait que nous ne connaissions pas très bien les potentialités dans la zone. Et bien sûr, on parle en millions pour faire du forage. Surtout un pétrole comme éventuellement le nôtre, qui est en profondeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut des nouvelles technologies qui, avant aussi, voilà, peut-être une information importante, il y a quelques années, le pétrole qui était en dessous de 1500 n'était pas rentable. C'est parce qu'aujourd'hui le prix a augmenté qu'aller plus bas, c'est encore rentable. Donc, il y a aussi ça. Ce qui fait que ces différentes variables ont fait qu'aujourd'hui, il est rentable d'investir aux Comores. Et clairement, l'État comorien n'a pas les moyens de mettre l'argent sur la table. Donc, c'est pour ça que c'est important. Où se trouvent ces gisements de pétrole? Où se trouveraient ces gisements de pétrole? Sur la face occidentale, orientale, au sud, au nord des Comores? Alors, au jour d'aujourd'hui, selon les dires de ceux qui sont proches du pouvoir aux Comores, déjà depuis 2010, on a mis en place un service au niveau du ministère de la production qui s'occupe des hydrocarbures. Et donc, selon les gens dans ce ministère, la façade occidentale, c'est-à-dire la partie en face de Mozambique et de la Tanzanie, il y aurait là les réserves les plus importantes en gaz. La façade orientale, c'est-à-dire la partie Mayotte, Madagascar, il y aurait le pétrole. C'est ce qu'on nous a dit au jour d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Okay. Et quelle est leur importance? Parce que là, vous nous avez dit qu'en Tanzanie, ils auraient les troisièmes gisements de gaz au monde, ou d'hydrocarbures. Est-ce que nous sommes dans ces eaux-là en termes d'importance concernant nos gisements, ou moins On pense que les Russes et les Qataris sont devant en termes de quantité. Et on pense que les gisements qu'on vient de découvrir dans l'océan Indien, ça inclut donc la Tanzanie, un peu du Kenya et la Mozambique, il y aurait là vraisemblablement les troisièmes gisements les plus importants aujourd'hui. Après, c'est à partager entre les pays riverains de l'océan Indien. Pour le gaz, pour le pétrole, les gens disent qu'il y aurait aux Comores 6 champs. Ce sont des grandes surfaces qui sont plus grandes que l'île de Ngazidja, qu'on partage en carré, et on décide d'explorer dans les zones. D'accord, donc nous aurions éventuellement 6 fois la Grande Comore. Oh, moi je pense que c'est beaucoup plus grand que la Grande Comore. Donc, oh, okay. 6 fois, un champ, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand, ok. Donc, ouais. Plus de 6 fois la Grande Comore. Voilà, ce sont des surfaces énormes. D'accord. Okay. Maintenant, on ne sait pas la composition, parce que vous pouvez avoir un côté où il y a 30%, 20%, 15%, okay. Et un endroit où il y a 70%, 80%, 90%.
Et quand vous devez forer, naturellement, vous allez forer là où il y a les plus grandes teneurs élevées. Parce qu'à 20%, ce n'est pas rentable à cette distance-là. Donc, on ne connaît pas encore la topographie exacte de l'endroit, mais on a une idée parce que c'est un peu facile de faire voler un avion, et l'avion envoie des sondes, et les sondes vous donnent une lecture du sol. Ensuite, il faut vérifier cette lecture par le forage. D'accord, ok. Quelles sont les étapes techniques qui doivent avoir lieu à partir du moment où on a ces doutes, hein, est-ce qu'il y a du pétrole parce que les voisins ils l'ont, au moment où on l'extrait? Techniquement, qu'est-ce qui doit se faire entre l'avion qui passe, qui envoie les sondes, et le jour où le pétrole est effectivement extrait du sol? Alors, première chose, il faut mettre en place absolument des mécanismes juridiques pour que les contrats entre le pays qui a les ressources et les compagnies qui les exploitent définissent clairement les modalités de travail. Donc ça veut dire, est-ce qu'on fait une concession? C'est-à-dire on vous donne le terrain, vous faites ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on fait comme la Russie? La Russie dit, vous produisez, ça nous appartient, on vend et puis on partage. Ou est-ce qu'on partage seulement le brut? Une fois que la compagnie qui va venir, elle va mettre de l'argent sur la table. Donc, il faut d'abord définir ces modalités. Une fois qu'on a défini ces modalités, il faut aussi donc, avoir un code du pétrole. Au Comores, maintenant, il y a un code du pétrole. Est-ce que ce code est à l'avantage des Comores? J'en doute fort. Mais une fois qu'on a un code, il faut faire des appels d'offres internationaux. Et ces appels d'offres, c'est quoi? On dit, nous avons du pétrole, nous voulons l'exploiter, et on veut des compagnies qui ont les moyens de venir investir ici pour l'exploiter. Donc aujourd'hui, on sait que les majors, c'est ExxonMobil, c'est Petrobras, c'est les Russes, bien sûr les Chinois, et bien sûr Total. Et les Américains aussi. Donc, on fait un appel d'offres au public international, les sociétés qui sont intéressées répondent, on ouvre les enveloppes devant le public, et on voit la meilleure offre. Et on donne au plus offrant. Qu'importe qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas, ça c'est les règles de procédure. D'accord. Mais qu'est-ce qu'est le code du pétrole? Le code du pétrole a été fait par le gouvernement comorien, et le code du pétrole, c'est comme le code civil. Il donne les droits aux citoyens, il donne les limites des citoyens, et il donne les procédures du vouloir vivre ensemble. Donc le code du pétrole réglemente la façon dont le gouvernement comorien va exploiter ce pétrole, et la façon dont on va devoir peut-être faire des appels d'offres. Mais comme c'est un code, il ne peut pas tout prévoir. Donc il prévoit un ensemble de normes génériques, et ensuite, à l'intérieur, il y a une loi cadre ou les lois plus précises qui vont réglementer clairement combien les Comoriens vont toucher, combien la partie qui va exploiter va toucher, et qu'est-ce que nous faisons de l'argent. Et c'est là l'enjeu central. Et donc, pour reprendre la question de départ, c'est on fait des appels d'offres, on crée un cadre juridique, on crée une administration capable de faire ça, et ensuite la compagnie qui a rapporté l'appel d'offres fait les forages, vérifie que le pétrole existe. S'il existe, le pétrole qu'on a au Comores, c'est du pétrole offshore. Le gaz, c'est du gaz offshore. Quand vous voyez, offshore. C'est-à-dire qu'on ne le perce pas dans la terre, c'est dans l'eau. Donc c'est à la distance, c'est un peu au large pour les grandes Comores, c'est au large entre Mbeni et Fumbuni, c'est-à-dire la façade ouest de Gazidja. En face à Tsaweni, Domoni, Hahaya, et Chamle et tous ces endroits-là. Donc c'est là où le côté où l'avion s'est écrasé yéménien, c'est ce côté-là. Et donc probablement si on doit construire des champs des plateformes en béton, en acier, parce que c'est au large de la mer, c'est là où on va construire ces plateformes. D'accord. Et nous au Comores aujourd'hui, à quelle étape sommes-nous? Nous sommes vraiment tout au début. Tout au début. C'est-à-dire que il y a beaucoup de sociétés qui viennent et qui demandent à avoir les droits d'explorer. D'accord. Et donc, pour l'instant, le gouvernement Zambie a vendu 3 champs les plus importants. Pourquoi les plus importants? C'est parce que c'est les champs qui sont en dessous de la mer, il y a comme des montagnes. Et donc, quand tu dois descendre pour percer, tu vas chercher le point le plus élevé. C'est là où tu vas percer le plus rapidement. Et donc, ces 3 champs-là, qui sont les plus élevés dans la mer, ont été vendus à la même société. Ce qui est une aberration.
tu ne peux pas avoir tes trois richesses et donner à une seule personne. Tu te lies à une seule personne. Quand tu es intelligent, tu donnes un champ à X, à Y et à Z. Donc, ça, c'est une première chose. Mais le problème, c'est que notre ministre des hydrocarbures et le ministre des Finances ont vendu les mêmes, ont signé des contrats sur les mêmes parcelles. Ce qui fait qu'avant même d'avoir exploré, on est en conflit avec deux compagnies et on doit essayer de clarifier qui a le droit d'explorer. Parce qu'on ne peut pas avoir deux licences sur le même espace. D'accord, mais avant d'arriver à tout ça, vous nous avez expliqué qu'il doit y avoir un appel d'offres, un cadre juridique, et puis après on arrive à l'étape de l'exploration, du forage, etc. Est-ce que nous avons tous ces cadres juridiques qui nous permettent d'arriver effectivement à l'exploration et au forage? Pour l'instant, il n'y a pas eu l'appel d'offres parce que c'est quelqu'un qui a eu vent de tout ça et qui est allé donner un peu d'argent au régime précédent. Et le régime précédent lui a facilité les choses. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que la loi n'est pas encore passée devant le Parlement pour avaliser ce que le régime précédent s'est engagé à faire. Et donc, à ma connaissance, ce n'est pas passé parce que le président actuel a bloqué le processus. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il a bloqué parce qu'il voudrait un meilleur deal pour le gouvernement comorien et le peuple comorien? Ou est-ce qu'il a bloqué parce qu'il soupçonne son prédécesseur d'avoir pris une énorme enveloppe de bakchiche et il voudrait avoir son enveloppe? Ça, je ne peux pas le dire. Et donc, prêtons-lui le doute. Peut-être qu'il est un bon nationaliste et il veut faire bien les choses pour le pays. D'accord. Mais normalement, quelles sont les autorités politiques qui doivent être en charge de ce dossier, normalement, dans un cadre légal, tout à fait. Le ministre des hydrocarbures est en charge de l'exploration et de la vente et de la commercialisation, mais il ne peut rien faire sans le Parlement. Donc, les représentants du peuple doivent être tenus informés. Et il faudrait donc créer une commission pétrole à l'Assemblée. Pour l'instant, ce qui existe, c'est une commission des lois qui est consultée. Et dans la commission des lois, il y a un seul avocat qui les conseille, sinon tous les autres, ils sont pires que mon grand-père. Donc, et ça s'arrête là. Donc, à mon avis, il faudrait une commission beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente et spécialement focalisée sur le pétrole. Ce qui est important à dire ici aussi, c'est que c'est pas que les Comoriens sont incompétents, c'est qu'on n'a jamais pensé qu'on allait avoir du pétrole. Donc on n'a formé personne pour l'exploration, on n'a formé personne pour la gestion, on n'a formé personne pour tous les métiers qui sont liés au pétrole. Donc on vient de découvrir quelque chose de nouveau et on ne sait même pas comment ça marche. Sauf que ce que nous venons de découvrir, c'est une mine d'or. Et tous les rapaces et les prédateurs veulent prendre la mine. Et quand tu ne sais pas comment la valeur de ce que tu as, tu peux le brader parce que tu ne sais pas la valeur. Et donc, à mon avis, il faudrait presque un moratoire. C'est-à-dire, on dit, on ne fait rien pendant 2 ans, on va réfléchir comment bien faire, tu vois. Mais, que fait quelqu'un qui a faim quand il voit à manger? Il mange jusqu'à s'étouffer. Or, peut-être que le président Ekili doit se dire, moi je ne suis pas fou, je ne vais pas faire un moratoire pendant 2 ans alors que je veux partir en 2016. Donc je vais tout dilapider, tout ce que je peux dilapider. Et comme ça, j'ai un peu ma commission moi aussi. Mais dans un État normalement constitué, où on pense aux intérêts du peuple, où on pense aux citoyens, le Parlement devrait bloquer la loi. Donc les deux institutions politiques qui sont censées gérer cette affaire, c'est le ministre des hydrocarbures et le Parlement. Avec toujours l'aval du président, on est dans un régime présidentiel. D'accord. Donc le président est tenu informé en temps réel de tout ce qui se passe sur le pétrole. Oui. D'accord. Et quand vous dites que l'ancien régime a vendu les 3 champs les plus importants, est-ce que ça s'est passé normalement ou c'est une personne, 2 personnes qui... Comment aujourd'hui, quand vous nous dites que c'est le ministre des hydrocarbures qui doit le faire, avec l'Assemblée et le président, comment aujourd'hui ça peut se faire sans passer par ce circuit-là? Parce que nous sommes dans un régime d'un faoum. Quand le président dit kun fayakun, donc il ne me semble pas qu'il y ait eu un appel d'offres, que ça soit transparent. Il me semble que ça a été de gré à gré, mais bon, je ne peux pas le prouver. Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de frapper à la porte pour rentrer, c'est parce qu'ils pensent que quelque chose n'a pas été respecté. Donc, le président, il y a toujours des intermédiaires. Les intermédiaires sont allés voir le président et lui ont dit, donne ce marché à Y, et peut-être pour quelques années, le temps de faire les études et d'être sûr qu'il y a du pétrole.
Mais ce que nous savons, c'est que ceux qui ont eu la licence, pour l'instant, c'est pas Total, c'est pas Petrobras, c'est pas Exxon, c'est pas Ducos, les grandes majors. C'est un intermédiaire qui, s'il y a du pétrole, va vendre la licence 5 fois ce que nous lui avons vendu aux majors comme Petrobras, Total. Et qui est cet intermédiaire? C'est un monsieur qui a une société, je crois il est basé à l'île Maurice, et il est très très présent dans l'océan Indien. Il a des associés au Kenya et des associés dans différents endroits. Il y a 2 sociétés qui sont très intéressées par ce qui se passe. Il y a Bull Mining. Bull Mining sont présents à l'île Maurice et aux Comores. Et il y a Bahari, il y a des capitaux canadiens. Et ils sont présents au Kenya et sont très copains avec l'ancien régime. Mais tous les deux sont des petits joueurs. C'est ce qu'on appelle des juniors entreprises. C'est-à-dire qu'eux, ils ont de l'argent, ils veulent le rentabiliser très vite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avant Total, ils arrivent avant Petrobras, ils font les petites études, et ils arrosent un peu les gens autour, ils ont la licence. Une fois qu'ils ont prouvé qu'il y a quelque chose, ils vont revendre la licence à 100 000 milliards aux majors. Parce que comme ça, les majors n'ont pas à perdre du temps dans ces histoires. Donc, quelqu'un qui veut bien faire les choses, il évite les petites sociétés comme Bull Mining et Bahari, il va directement avec Petrobras. Ok, donc ces 2 sociétés-là, c'est les 2 sociétés qui sont présentes aux Comores actuellement. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des bons ou un bon au moins et un mauvais exemple de notre pays qui a découvert du pétrole et du processus qu'il a suivi et les conséquences que ça a eu? Le meilleur exemple aujourd'hui en Afrique, c'est le Ghana. Les Ghanéens ont trouvé du pétrole et ils ont demandé le conseil des Norvégiens et d'autres pays. On peut aussi prendre l'exemple du Qatar. Le Qatar n'a que du gaz. La richesse du Qatar, il n'y a pas de pétrole. Et donc, ils ont créé plusieurs fonds. Un fonds, donc quand on vend le gaz, on dit à chaque litre qu'on vend, allez, on dit la litre coûte 10 euros. Sur les 10 euros, on prend 5 euros va à l'entreprise qui a fait le forage. 5 euros va au gouvernement comorien. Mais ce n'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est 7,3%. Celui qui a ramené l'argent touche 7%, 70%. Celui qui a le pétrole touche 30%. Maintenant, on peut mieux négocier et augmenter jusqu'à 33%. Mais je crois qu'aujourd'hui, les pays africains, celui qui touche le plus de pétrole est à 33%. Et c'est le Ghana? Il y a le Ghana. Congo-Brazzaville, ils étaient très loin, mais ils ont beaucoup monté. Celui qui est le plus loin, c'est le Gabon. Le Gabon, ils se sont vraiment fait avoir, et on dirait qu'ils sont contents de se faire avoir. Mais bon, ça, c'est pas notre problème. Ce qui nous concerne, c'est que, une fois qu'on a les 33%, c'est pas 33% de 10 euros, c'est 33% de millions, et parfois de milliards. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ton père va mettre dans sa poche? Est-ce que mon père va voler ça pour lui tout seul? Ou est-ce qu'on décide, nous tous ensemble, de réfléchir comment on utilise 33% de 2 millions? 33% de millions qu'on cumule chaque mois. Parce que si on a beaucoup de barils, on va produire chaque mois pendant peut-être 50 ans. Dans un petit pays où il y a moins de 800 000 habitants, si on dit, voilà, sur les 33%, ça va au trésor public. Et maintenant, comment on repartage ça? Eh bien, on va créer un fonds pour les mamans. Comme ça, chaque maman qui a un projet... Revenons sur l'exemple de notre pays, avant de revenir chez nous. Donnez-nous l'exemple d'un pays et de comment il a fonctionné. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est la Norvège. D'accord. Comment la Norvège s'est pris? C'était un pays de pêcheurs. Ils pêchaient le hareng, c'est tout. Il n'y avait rien. Okay. Ils étaient pauvres. Dans les années 70, ils découvrent du pétrole. Ils disent, avant de l'exploiter, on va réfléchir. Ils ont pris le temps. Ils ont créé des commissions au Parlement, des commissions dans les universités, des commissions dans les paroisses. Et ils ont réfléchi. Comment on peut faire pour que le pétrole ne nous divise pas? Et une fois qu'ils ont trouvé les différentes façons de faire, ils ont mis en place une loi, ils ont mis en place des mécanismes de partage pour que le pétrole ne devienne pas un danger pour le pays. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va créer notre propre société avec des capitaux, mais à terme, il faut être propriétaire de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Une grande partie va aller au gouvernement,
et on va soulever peut-être 1 centime par litre, et on va mettre dans une valise pour les enfants. Et on va bloquer cet argent pendant 20 ans, on ne va pas y toucher, et au bout de 20 ans, on va prendre l'argent pour faire des projets pour les enfants. On va prendre 2 centimes pour l'informatique. L'informatique est un domaine intéressant, donc il faut mettre de l'argent pour qu'on ait beaucoup d'informaticiens. Et donc cet argent-là, cumulé au bout d'un certain temps, permet de donner des bourses à des jeunes pour apprendre l'informatique. On va mettre une partie pour les infrastructures. Donc ils ont partagé comme ça en différentes caisses, et le jour où ils ont commencé à produire, l'argent automatiquement est allé dans les caisses comme prévu. D'accord. Ce qui fait qu'ils ne se sont jamais battus pour le pétrole, parce que tout le monde sent qu'ils touchent un peu du pétrole. Exactement. Et au Ghana, ils ont essayé de faire ça. Alors, c'est pas aussi parfait qu'en Norvège, mais c'est mieux. Mais prenons l'exemple du diamant, puisque c'est aussi une ressource naturelle au Botswana. Le Botswana, personne n'en parle, parce que vous n'avez jamais entendu parler de Botswana. Et pourtant, c'est un pays extrêmement développé, très aride. Mais avec le diamant, mieux partagé, ils ont construit des infrastructures, ils ont construit des écoles, ils ont investi. Et aujourd'hui, le Botswana est le premier pays africain qui a décidé de ne plus exporter du diamant brut, mais qui a créé des écoles pour tailler le diamant à Gaborone. Ça, c'est remarquable, parce qu'avant, on vendait que de la matière première brute, qui ne coûtait rien. Et le diamant était taillé en Anvers, à Tel Aviv ou à New Delhi. À partir de l'année dernière, le gouvernement du Gaborone a dit on en a assez de vendre que des choses qui n'ont pas de valeur. Nous allons nous-mêmes créer la valeur ajoutée. Et donc nous allons nous-mêmes le tailler, le dimensionner et le vendre. Donc si on a besoin d'avoir une expertise pour les Comores, on peut aller voir le Botswana et leur demander aidez-nous, comment vous avez fait avec le diamant. D'accord. Est-ce qu'à l'inverse, on peut avoir un pays qui s'y est mal pris? Ah, mais il n'y a que ça. Donnez-nous un exemple. Prenons l'exemple du Nigeria. Premier pays africain en termes de population. 140 millions. Beaucoup de ressources au sud. La première grande guerre, la guerre du Biafra, c'était parce que la partie sud voulait s'isoler du Nigeria pour exploiter le pétrole. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que c'était Jacques Foccart qui avait financé la guerre pour financer la sécession du Biafra pour pouvoir utiliser ce pétrole contre le Nigeria. Jacques Foccart, c'est Jacques Foccart, c'était l'ancien Monsieur Afrique de Général de Gaulle, ensuite Monsieur Afrique de Pompidou Giscard. Il a eu un peu des années de traversée du désert, mais il a fini avec Jacques Chirac sur le Monsieur Afrique qui dirigeait la cellule africaine de l'Élysée, et il est mort. Il y a eu, par exemple, ce livre-là, Noir Procès. Ces 2 livres-là parlent de tous les méfaits de ce monsieur. Et voilà. Et puis il y a d'autres ouvrages sur Foccart qui parlent de tout ce qu'il a fait en Afrique. Donc, jusqu'à aujourd'hui, au Nigeria, on vole des bateaux entiers de pétrole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle étape n'ont-ils pas respecté dans ce que vous avez dit, par l'étape juridique et puis les appels d'offres, etc., etc. Quelle étape ont-ils sauté pour arriver à cette catastrophe? Dès le départ avec la guerre du Biafra, une fois que vous avez fait une guerre... Mais la guerre, c'est la conséquence, c'est pas le début. Bon, c'est une conséquence de pas mal de choses qui n'ont pas été respectées au début. Au départ, il y a un pays qui est presque une colonie, qui devient indépendant, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de ressources. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole, c'est un État dans l'État. C'est tellement puissant que ça peut phagocyter l'État, ça peut manger l'État. Donc, avec la guerre du Biafra, ils n'ont jamais réussi à se remettre de ça. Ils ont beaucoup de difficultés. La guerre du Biafra, c'est quelqu'un qui a donné des armes à un groupe, et il leur a dit, voilà, devenez indépendant, comme ça vous allez exploiter le pétrole. Et c'est la même chose au Katanga, avec la guerre du Katanga, la sécession du Katanga, avec Moïse Tshombe. Donc, c'est la même chose. Bon, c'est un peu différent sur l'Angola, parce que sur l'Angola, c'était une colonie portugaise. Le Portugal a fixé la date de l'indépendance, et les 3 mouvements historiques n'ont pas réussi à s'entendre, et ils se sont fait la guerre pour être celui qui prendrait la clé de la maison. Et le MPLA à l'époque Augusto Neto et aujourd'hui de Santos a gagné contre l'UNITA et l'autre mouvement, Holden, qui a finalement fini par disparaître.
Et aujourd'hui, l'Angola est toujours dans un cycle où la guerre civile est finie en 2001 parce qu'ils ont tué ils ont tué Jonas Savimbi et l'UNITA est devenu un mouvement politique, s'est rangé. Mais à Luanda, vous avez des gens qui vont au travail en hélicoptère et dans la même ville, vous avez des gens qui n'ont même pas à boire. Donc ça, c'est une catastrophe. Au Congo-Kinshasa, c'est pareil. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Oui, mais encore une fois, nous n'arrivons pas à saisir ce qui s'est passé réellement dans ces pays, parce qu'on voit les conséquences. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qui s'est passé, c'est que tout a été géré de façon opaque. Un groupe de gens, la présidence et des 3 ministres, ont décidé de ne rien dire à personne. Le Parlement est tenu à l'écart. Le peuple est tenu à l'écart. Les experts nationaux sont tenus à l'écart. Donc les choses se font entre les sociétés qui exploitent et la famille Bongo. Donc le pétrole, le Gabon, c'est une éponge à pétrole. Et comme vous savez, j'ai travaillé au Parlement français et je voyais des projets où le Gabon demandait des routes à l'AFD, alors que c'était un petit émirat de moins de 1 million d'habitants, gorgé de pétrole. Mais le pétrole, Bongo pouvait s'acheter des châteaux avenue Hoche à Paris, et il n'y avait pas de clinique ou d'école, parce que ce n'était pas géré de façon transparente. C'est très très opaque. D'accord. Et nous aujourd'hui, les Comores, où est-ce qu'on se situe sous le curseur entre la Norvège et le Gabon, par exemple? Pour l'instant, malheureusement, on est en train d'emprunter le chemin du Gabon. Parce que jamais les autorités comoriennes n'ont dit aux Comoriens de quoi ils relèvent. Moi, je n'ai pas eu une déclaration des ministres, encore moins d'un président, disant « Mes chers compatriotes, il semblerait que voici ce que nous savons. » Non, c'est très opaque. On sait qu'il y a un procès parce que l'avocat du gouvernement comorien, chaque mois, va en Angleterre, mais on ne sait pas pourquoi il va là-bas. Donc, quelqu'un m'a dit, mais aucune autorité n'est allée à la radio ou à la télévision dire « Oh, notre avocat va en Angleterre parce que... » Donc, tout est opaque. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai fait des entretiens avec des gens quand j'étais aux Comores cet été. C'est parce que j'ai rencontré des gens en France qui sont spécialistes du pétrole, qui m'ont donné les informations. Mais, officiellement, il n'y a rien aux Comores. Donc tout le monde est au courant, sauf le peuple comorien. Je pense, en tout cas, pas officiellement. Officiellement, on n'a rien dit au peuple comorien. On n'a jamais communiqué sur ça. On n'a jamais démenti ou infirmé quoi que ce soit. Donc c'est un blackout total pour l'instant. Okay. Et aujourd'hui, dans le gouvernement en place, ou dans celui, et aussi ceux qui les ont précédés, qui normalement est responsable de ça? Donc vous nous avez parlé, vous avez dit que dans un cadre juridique normal, un cadre légal, c'est le ministre des hydrocarbures, des finances et le président. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au Comores? Aujourd'hui au Comores, le ministre des hydrocarbures a encore la signature, mais il ne signe rien sans consulter le président. Et nous savons aussi bien que le ministre des Finances est très puissant, donc ça se passe à 3. D'accord. 3 hommes décident de l'avenir de tout un peuple. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous avez dit qu'au début, que l'ancien gouvernement, le gouvernement Sambi, a vendu les 3 champs les plus importants. Ils ont fait une concession. D'accord. Voilà. Oui. Et c'est jusqu'à quand la concession? Elle dure combien de temps? Mais tant que ce n'est pas signé par le Parlement, elle n'est pas effective. C'est ça qui est bien. Donc, ces sociétés-là ne pourront pas exploiter. Tant que ce n'est pas signé par le Parlement, non. Donc, et comme ce n'est pas signé encore, ils ne peuvent rien faire. Oui, mais nous savons que la prochaine session parlementaire, chaque député va recevoir une enveloppe et la loi va passer. Mais ça, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Oui. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous, aujourd'hui, est-ce que tout est perdu ou il y a un recours? Ah non, jamais rien n'est perdu. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Là, aujourd'hui, vous nous dites que voilà, les 3 champs ont été cédés à 2 sociétés. Et à une société. À une société. En fait, il y a deux contrats qui portent sur le même objet, avec 2 contrats différents et 2 sociétés différentes sur le même zone. D'accord, ok. Voilà. D'où le déplacement de notre avocat en Angleterre. Voilà. Pourquoi il y va exactement, notre avocat en Angleterre? Et qui est cet avocat? Il y a un arbitrage entre... C'est comme si, voilà, ce cahier-là, il appartient à X. Et X dit, je le vends à 3 francs. Et Y vient, donne 3 francs à quelqu'un, il lui donne le titre de propriété. Et Alpha vient et donne le même argent
et on lui donne un autre titre sur le même domaine. Ok. Donc les deux personnes ont chacun un titre sur ce qu'il faudrait faire sur la propriété de la zone. Ok. Et qui a vendu ces deux titres? Euh, il est clair qu'à l'OTAN nous dit que c'est l'ancien ministre des hydrocarbures et l'actuel ministre des Finances qui avaient la procuration sur la signature. Donc, et le président, à l'époque, c'était Zambi, à l'époque, c'est ça? Euh, Quand vous dites l'ancien ministre des hydrocarbures, c'est l'ancien du qui gouvernement a précédent? continué aujourd'hui, qui est toujours. Et donc, là, je ne me souviens plus du nom du ministre des Finances, des hydrocarbures de l'époque, mais c'est le gouvernement qui vient de sauter en juin 2013. Et dans ce gouvernement-là, le ministre des hydrocarbures a engagé la nation sur ces questions-là. Et le ministre des Finances, pareil. D'accord. Mais vous avez dit au début qu'à chaque fois qu'un des partis doit signer ou pour céder une partie ou un champ ou autre, il fallait l'aval du président. Est-ce que c'est les ministres des Finances en question et le ministre des hydrocarbures a demandé l'aval du président en place? Je n'étais pas dans le secret, je connais la conséquence, mais je ne sais pas la procédure. Il n'y a personne qui sait, il faudrait leur demander ailleurs. D'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire sans? Normalement, non, mais quand quelqu'un se sent la confiance du président, il prend des initiatives. D'accord. Il ne faut pas la signature du président? Non. Non. Le titulaire, c'est les hydrocarbures. Et ensuite, le suppléant, c'est les finances. Quand le titulaire est malade, dans les organigrammes de gouvernement, il y a toujours un titulaire et un suppléant. Donc aujourd'hui, il est possible de signer la concession d'un champ de pétrole ou de gaz ou autre sans que le président soit d'accord. C'est faisable, puisqu'il n'y a pas besoin qu'il signe. Oui, oui, c'est faisable normalement, mais bien sûr, non, il n'est pas censé le faire, mais voilà, c'est faisable techniquement. C'est faisable. Après, pour que ça devienne effectif, il faut que ça soit approuvé par le Parlement. D'accord. Est-ce que et ça, c'est quelle loi qui le dit qu'il faut que ce soit le Parlement qui l'approuve? Il y a un code de pétrole Comore qui est sur Internet. Et donc ce code-là prévoit que l'Assemblée doive approuver toute concession. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque tout n'est pas perdu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je crois que la première chose à faire, c'est que on dit qu'il y a en France à peu près peut-être 200 000 Comoriens. Si chaque jeune de votre génération prend conscience des enjeux, qu'avec ce pétrole, nous pourrions être comme le Qatar, et qu'on pourrait avoir la sécurité sociale pour tout le monde, et qu'on pourrait développer le pays, il faut mettre la pression sur nos autorités pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Il faut mettre la pression sur ton père, sur ta mère, parce que nous savons que ces autorités viennent toujours ici pour faire campagne et lever des fonds. Donc, à mon avis, il faut informer les gens des risques réels qu'il y a, pour que les gens se lèvent pour dire ça suffit, et que les gens réclament de la transparence, et que les gens réclament de quelle est la stratégie du pays, qu'est-ce que nous voulons. Le cheikh du Qatar a géré ça de façon, j'ai envie de dire, dictatoriale, mais c'est un dictateur très avisé, parce qu'il a investi dans différents endroits au monde pour être sûr que demain, quand le pétrole sera fini, ils auront encore des ressources. Et en plus de ça, ils ont partagé de façon équitable pour que chacun ait une part du gâteau national. Ils sont presque moins nombreux que nous. Et pourtant, aujourd'hui, le Qatar est connu dans le monde entier. C'est parce qu'il y a un chef qui a une vision et avec des objectifs, et il a réussi à atteindre ses visions et ses objectifs. Donc, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez nous? Est-ce que ce qui nous manque, c'est la vision? Ou c'est juste la mauvaise foi Je ne sais pas, je pense que ce ne sont pas des idiots. Donc peut-être qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie de garder juste ça entre eux, et c'est tout. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les hommes politiques comoriens. Ce ne sont pas des idiots. On ne les sous-estime pas, on pose juste des questions, parce que si on se réfère aux différents exemples que vous nous avez donnés, et que aujourd'hui nous avons découvert notre pétrole, enfin on n'a pas découvert aujourd'hui, mais nous sommes, j'ai envie de dire, un des derniers États peut-être au monde à avoir découvert le pétrole. Nous avons vu beaucoup de pays avant nous, nous avons vu ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, nous avons vu les conséquences. Donc si on emprunte le chemin de ceux qui ont échoué, on se pose la question, est-ce que c'est là où on veut vraiment en venir? Est-ce par bêtise ou c'est vraiment par méchanceté Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait aller demander au ministre en question. Moi, en tant qu'observateur, je me contente de voir qu'un ministre prend des décisions en fonction à la fois de ses intérêts personnels, des intérêts du peuple et des intérêts des gens au gouvernement.
Donc, le jour où le ministre va être certain que s'il prend des décisions contre le peuple va se soulever, il ne va pas prendre des décisions contre les intérêts du peuple. Nous, on a cette idée de l'isomguanzao. Par la volonté de Dieu, on va tous mourir. Et quand on va tous mourir, alors on ne fait rien. Et on attend que ça se passe. Donc, 3 personnes se rencontrent, décident de l'avenir d'un pays, et tous les autres disent Amen. Donc, peut-être que c'est simplement ça. C'est le fatalisme comorien. Ou peut-être que les Comoriens ont peur parce qu'à chaque fois qu'ils ont voulu manifester, ils ont été bastonnés violemment. Il y a la culture du mercenariat. Les mercenaires ont inculqué la peur dans chaque Comorien. Comment on pouvait comprendre que 5 gars, mercenaires, aient tenu un pays de 78 à 89? Ils l'ont tenu par la terreur. Quand quelqu'un bougeait, il avait une balle dans la tête. Et on ramenait son corps dans tous les villages pour montrer aux gens, si vous bougez, vous allez mourir. Ce sont des vieilles pratiques pernicieuses qui datent de l'esclavage. Le monsieur qui s'appelle Lynch, qui a donné son nom au lynchage, il a dit, prenez l'esclave le plus fort, brisez-lui sa volonté, mais gardez son corps pour qu'il puisse se reproduire et faire le travail qu'il faut. Et pour faire ça, il faut l'humilier devant tout le monde, foutre la trouille dans tout le monde, et détruire son estime personnelle, et ensuite il va obéir. Il ne va même pas se révolter parce qu'il ne pourra jamais se révolter. Et une fois que tout le monde est terrorisé, personne n'a peur. Donc, je ne veux pas dire qu'on a tous des esclaves, mais... C'est tout comme. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a peur. Okay. On manque de courage parfois. Je suis allé au Comores cet été, j'ai fait une conférence sur le pétrole, et j'ai eu des menaces. Les gens sont venus me dire, petit, tu vas mourir. Il ne faut pas parler de ça. Ça ne te regarde pas. C'est une conférence sur le thème du pétrole? Au départ, on a voulu appeler pétrole au Comores, mais on a tellement foutu la trouille qu'on a été obligé de changer le titre de la conférence. On a appelé ça ressources naturelles et violence, quelles leçons pour les Comores? Alors qu'au départ, on voulait dire clairement pétrole et guerre, quelles leçons pour les Comores? Donc. Et c'est qui les gens qui font ces menaces, ces gens qui. C'est des gens qui sont soit proches des politiciens, soit des gens qui croient bien faire en te disant, tu sais mon fils, c'est pas bien, attention à toi. Donc ils pensent te protéger, mais ils te foutent la trouille en même temps. Quand 5 personnes viennent te voir le même jour en te disant, ton histoire là, vraiment, tu sais, moi j'ai peur pour toi. Toi t'es gentil, si tu vas mourir, c'est pas bien. Hein. 5 personnes qui viennent dire la même chose. Tu te dis, est-ce que moi je suis un fou, ou est-ce que j'ai pas envie de vivre? Et donc tu réfléchis à 2 fois avant de dire les choses. Et donc, nous au Comores, on a des expressions terribles. On a l'expression Gazjoris. Donc, fais comme les moutons, suis les moutons. Dis rien. C'est pas beau si tu fais ça. Fais comme tous les cons qui suivent le chemin, parce que si tu ne le fais pas, c'est pas beau. Et donc, par toutes ces expressions, on inculque une éducation de l'obéissance aveugle, où il n'y a pas de pensée critique, où il n'y a pas la possibilité de dire mais est-ce que ça c'est vraiment bien pour nous? Ah non, ton père a fait ça, fais comme ton père. Même si ton père est mort pauvre, même si ton père est mort endetté, déshonoré, mais il faut faire comme lui. Et tu n'as pas le droit à l'inventaire. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Parce que parce que c'est comme ça. D'accord. Okay. Donc vous nous avez dit, vous avez donné l'exemple des pays qui ont réussi et des pays qui ont échoué avec l'aventure du pétrole. Donc nous aujourd'hui, à supposer que l'Assemblée invalide la concession et que nous ayons le moratoire et que nous devions réfléchir sur ce qu'on pourrait faire aux Comores pour que le pétrole revienne à tout le monde et que tout le monde en bénéficie. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de proposition dans ce domaine? Alors il y a clairement 2 structures ou des institutions ou des organisations qui sont là prêts à aider les Comores. Il y a la Banque mondiale, mais la Banque mondiale a une approche pro-entreprise, pro-privé. Et elle va envoyer ses experts qui vont aider les Comores à mettre en place un code, un cadre organique, une transparence et tout ça. Sauf que eux, ils ont une approche ultralibérale en faveur des entreprises. Ensuite, il y a le gouvernement norvégien qui a mis en place des structures qui, elles, sont pro-société civile, pro-gouvernement, pro-pays, et qui peuvent fournir une expertise, parfois gratuite jusqu'au jour où on sera rentable pour pouvoir payer,
et il faudrait les écouter et faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, clairement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que veut l'élite comorienne? Que veulent les responsables comoriens? Est-ce qu'ils veulent faire comme le Qatar, transparent, bénéfique, ou comme la Norvège, où tout le monde a un peu d'argent, tout le monde peut aller à l'école et être éduqué? Ou est-ce qu'on veut faire comme le Gabon, où il y en a qui vont au travail en hélicoptère, et il y en a qui n'ont même pas à boire? Donc, à mon avis, je l'ai dit et je le répète toujours, tu sais, quand tu vas au travail, si tu ne réclames pas une augmentation salariale, jamais le patron il vient te dire « Oh Farouk, je t'aime bien, tu es gentil, je vais te donner 10%. » Non, il faut te battre. Et le peuple comorien doit se battre aussi. Il doit décider qu'il y en a marre de mourir de malaria alors que le paludisme a été éradiqué dans plein d'endroits au monde. Il doit décider que quand quelqu'un a mal au ventre, la seule solution c'est de le renvoyer à Madagascar ou à Zanzibar ou en Tanzanie ou au Kenya ou en Égypte ou en Maurice. Il doit décider que on va, d'ici quelques années, avoir assez d'argent pour tous être bien. Mais pour ça, il faut que l'armée soit l'armée du peuple et qu'elle ait envie de rendre les choses transparentes. Il faut que dans les mosquées, on discute de ce qu'on fait du pétrole. Il faut que dans les universités, au lycée, au collège, on discute. Et une fois que le peuple sera conscient, chacun va faire pression sur son député en lui disant « Ne vote pas la loi parce qu'elle est contre nos intérêts. » Toi, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Il faut lui mettre la pression. Une fois que nous tous, nous en faisons une affaire du peuple comorien, peut-être qu'on pourra devenir comme le Qatar. Donc c'est une question de conscience politique. Conscience politique, Du peuple. leadership des responsables et vision. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Est-ce qu'ils veulent nous emmener en enfer? Ou est-ce qu'ils veulent nous emmener à un endroit où on sera un peu content d'être dans ce pays? La vision des politiques, ça on ne peut pas le savoir, mais nous en tant que population, ou en tant que jeunes, ou en tant que diaspora, ou ailleurs, les Comoriens de France, ou d'ailleurs, des Comores ou autres, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Mais les propositions concrètement, supposons qu'aujourd'hui, il y ait la réflexion, que nous nous asseyons tous, universitaires, professionnels, le gouvernement et autres, et que nous réfléchissions, comme ils ont fait en Norvège, sur l'utilisation du pétrole. Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, juste 2-3 idées, je suppose que vous n'avez pas déjà eu... il n'y a pas eu de moratoire encore, mais voilà, juste pour... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme piste, par exemple? Alors, pourquoi toutes les associations comoriennes en Île-de-France ne feraient pas une journée, disons le 4 avril? Le 4 avril sera la journée de réflexion comorienne sur le pétrole. On lance une journée et on prend une salle à Aubervilliers, dans n'importe quelle ville, et on réunit tout le monde. Et on structure les débats. Qu'est-ce que nous voulons? Comment nous le voulons? Qu'est-ce que nous allons faire? Et on fait un moratoire, signé par 100 personnes dans la salle. Le même moratoire à Marseille, le même déclaration à Dunkerque, dans tous les endroits où il y a des Comoriens. Tout le monde se réunit une journée et écrit « Nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça ». On met tout ça ensemble, on fait une copie à l'ambassade ici, et on envoie au ministre des Hydrocarbures, au président et à l'Assemblée nationale. Voilà une première démarche. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ce qu'il faut mettre, par exemple que nous voulons un fonds souverain. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dans une boîte, on va fermer cette boîte, et pendant 10 ans, on va réfléchir comment on va utiliser l'argent. Nous voulons un fonds urgence infrastructure. Comment il n'y a plus de route aujourd'hui? Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de route. Peut-être qu'on a besoin de construire des ports et des liaisons maritimes. Quelqu'un qui est en Béni, au lieu de prendre la route où il y a beaucoup d'embouteillages et des accidents, s'il prend un bateau dans Béni et que le bateau s'arrête à Mitsamihuli, à Nzaouze, à Domoni, à Hahaya, jusqu'à Moroni, c'est beaucoup plus rapide, moins polluant, et il faut juste construire des rades devant la mer. Par exemple. Au lieu de vouloir dire qu'il nous faut des avions pour aller là-bas, il y a des bateaux rapides qui vont en Juin, qui vont à Moélie, qui vont à Mayotte. Donc, il faut un fonds infrastructure. Il faut un fonds pour la santé. Disons que nous allons construire un grand hôpital en Grande Comore, un grand hôpital en Juin, un grand hôpital à Moélie et pourquoi pas à Mayotte. Et il nous faut être créatifs et imaginatifs. Faisons appel à notre intelligence collective. Il y a des brillants Comoriens ici, il
il y a des brillants Comoriens là-bas. Mettons-les ensemble. Qu'est-ce que nous voulons? Et faisons un plan de développement de maintenant à 2050. Voici ce que nous voulons. Et voici ce qu'il nous faut. Nous voulons un aéroport, parce que l'aéroport de Rahaya, s'il y a un tsunami, il est inondé, on ne peut pas atterrir. Donc il faut construire notre aéroport en altitude, soit au plateau de la Grille, soit au plateau du Kartala. Il nous faut un hôpital pareil. Donc il faut mettre ensemble les intelligences comoriennes. Il y a des géographes, il y a des économistes, il y a des statisticiens, il y a des historiens, il y a des anthropologues. Mettons tous ces gens ensemble. Invitons-les. Pourquoi vous ne lancerez pas, Monty, la journée de réflexion sur les hydrocarbures aux Comores? Vous lancez ça et vous faites une campagne sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous dites, que veulent les Comoriens du pétrole? Et les gens vont vous dire. Il y en a qui vont vous insulter, il y en a qui vont être sérieux. Mais vous allez voir la conscience du Comorien par rapport à ça. Est-ce que vraiment il est intéressé par ça? Non, non. Lui, il veut que manger son maélé, son machouhouli, et c'est tout. 2020, c'est loin. Ah, la première goutte, c'est 2020. Est-ce qu'on sera encore en vie jusqu'à là? Mais en 75, il pensait qu'on n'allait pas arriver en 2000. Et on est encore là. Donc, en 2015, on va faire les 40 ans de l'indépendance des Comores. Et en 2025, les 50 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire pour 50 ans d'existence indépendante? Avec la possibilité d'avoir des ressources énormes, mais limitées, parce qu'ils finissent par disparaître. Donc, il faut réfléchir sur la forme, il faut réfléchir sur le fond. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider gratuitement. Il y a des associations comme Transparency International qui nous aideraient à mettre en place un mécanisme où on verrait où va l'argent et qui le touche jusqu'à l'utiliser. Mais aujourd'hui, on est parti sur l'opacité totale. Donc en fait, pour résumer un peu la discussion que nous avons jusqu'à maintenant, c'est que ce qui nous manque, c'est la transparence. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est que le peuple mette la pression aux dirigeants et à l'élite en place pour que la transparence soit faite, quoi. Oui, parce que, je suis désolé de le dire, mais ça fait 38 ans qu'on est indépendant et nos chefs n'ont jamais voulu être transparents. Seul Ali Swali est mort, et quand il est mort, on ne nous a pas dit qu'il avait un compte à Dubaï, ou aux Émirats, ou ça. Mais, à part Ali Swali, tous ceux qui ont été là, quand ils ont quitté le pouvoir, il y en a qui ont ouvert des hôtels à Zanzibar, il y en a qui avaient de l'argent je ne sais pas où, il y en a qui ont continué à trafiquer des passeports pour avoir de l'argent. Donc, si on ne leur dit rien, pourquoi ils vont changer? Okay. Il ne se passe pas un mois sans que Al-Watan ne publie un détournement massif d'argent. Et donc, maintenant que nous n'avons rien, que ces gens détournent, est-ce que vous pensez que le jour où on aura beaucoup, ils vont arrêter? Exactement. Exactement. D'où la réserve qu'on peut poser sur l'idée de mettre un fonds d'argent sur X années avant de... Est-ce que les Comoriens aujourd'hui, est-ce que le peuple aura la confiance pour fermer cet argent-là en se disant peut-être dans 20 ans nous allons, alors qu'aujourd'hui ils voient que même sans rien, il y a ces... Si le Parlement joue son rôle, c'est-à-dire un rôle de contre-pouvoir, si le gouvernement joue son rôle, c'est-à-dire un rôle de transparent, en expliquant aux gens que l'argent est à la Banque centrale des Comores, et que cet argent est là, voici comment ça se passe. Et on informe les gens, on montre, on publie, parce que ce sont des décrets, on publie les décrets, on publie tout ce qui concerne la transparence de la gestion. Les Comoriens sont parfois un peu méfiants, mais pourquoi ils n'accepteraient pas si on leur dit la vérité? Les Comoriens sont méfiants parce qu'on leur a trop menti. On a menti à ce peuple depuis 38 ans. Le jour où on lui dira la vérité, et quand il comprendra que c'est la vérité, pourquoi il mettrait en doute? Mais comme on les a habitués à une culture du mensonge et du secret, alors ils n'y croient pas. Mais il appartient à nos chefs de nous faire croire que non, ça a changé. Maintenant c'est différent. Donc maintenant que vous nous avez donné les exemples des pays qui ont suivi le bon chemin avec l'aventure du pétrole, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui nous arriverait chez nous, par exemple, si nous continuons sur cette pente-là? Oh, moi je suis quelqu'un d'optimiste, hein. Je pense toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Mais en bon scientifique, si on regarde, si on reproduit les mêmes erreurs que l'Angola, les mêmes erreurs que le Congo, les mêmes erreurs que le Nigeria, il n'y a pas de raison qu'on produise des résultats positifs. Si on fait l'absence de transparence,
si on gère ça par le président et ses frères et ses copains, si on gère comme Bongo, comme Dos Santos, comme les autres, il est fort possible qu'on produise les mêmes résultats. C'est-à-dire guerre civile, c'est-à-dire séparatisme, c'est-à-dire extrême pauvreté et extrême richesse, c'est-à-dire les mêmes choses qui font que ailleurs on se bat. Donc, avant on n'avait rien. Et nos frères, pas tous nos frères, parce qu'il y avait des Anjouanais qui n'étaient pas d'accord avec le séparatisme. Il faut rappeler ça. Tous les Anjouanais n'étaient pas séparatistes. Il y avait un petit groupe qui a voulu se séparer de nous. Et on a perdu du temps, des négociations, beaucoup d'argent pour garder l'unité du pays. C'est très important l'unité. Parce que déjà, une île tout seul n'est pas viable. Déjà, les Comores tout seul, ce n'est pas viable. Encore moins si on fait des petites unités. Donc, il y a un réel risque de séparatisme si les autres îles n'ont pas l'impression qu'elles ont leur part juste. Il y a un réel risque de guerre civile que les gens qui sont sur la façade face au pétrole, si on vient, qu'on ramène des techniciens, parce que il faut dire la vérité, le jour où on va foirer, on ne va pas prendre des Comoriens. Si on ne les forme pas maintenant, ils n'auront pas les connaissances pour aller sur les plateformes. On va ramener des gens du Qatar, on va ramener des gens d'Angola, des gens du Nigeria, mais aucun Comorien n'a l'expertise pour souder du béton à 3000 mètres ou pour souder des rails pour faire une plateforme qui tienne. Donc, soit on commence dès maintenant à envoyer des jeunes Comoriens à l'école pour qu'en 2020 nous soyons prêts, soit on ne fait rien. Pourquoi le gouvernement comorien ne demanderait pas à l'Algérie d'envoyer 25 étudiants pour aller apprendre les métiers du pétrole? Et demander à l'Angola de nous envoyer 25 étudiants pour apprendre l'infrastructure du pétrole. Donc, si on ne fait pas ça, est-ce que tu penses que Chamlé, Mitsamihou, les villes qui sont en face vont accepter que les gens du Qatar viennent et aillent travailler là-bas? Alors que tu sais très bien que Haï en a voulu mettre en place une centrale pour éliminer tous nos déchets, et elle n'a pas été faite parce que les villageois ont chassé le bulldozer. On a perdu 1 million pour faire une centrale, et donc aujourd'hui on n'a pas un endroit où mettre une vraie centrale, hein, pas un petit truc bricolé vite fait. C'était de l'aide de l'Union européenne. Donc, si les gens se sont battus pour une déchetterie, les gens se battront pour plus. Et donc, ma préoccupation, c'est que, est-ce que nous pensons ce qui va devenir? Ou, disons, Guanzao et on attend, et chacun va se prendre une baffe, et je vais me battre avec toi, et ce jour-là, je vais dire, ah, oui, Mitsamihuli, ah, c'est mon ennemi. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous divise. Mais le jour où je vais voir ton père en 4x4, et moi je marchais sur la route avec le soleil qui me fracasse le crâne, est-ce que tu crois que je vais te laisser passer ton 4x4 et moi sur la route? Je vais jeter des pierres. Et toi, tu vas envoyer l'armée. Et c'est la guerre civile. Sauf que nous, on n'est pas nombreux. On est moins de 800 000. S'il y a une guerre civile, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que nous acceptons de croiser les bras et que le cyclone va nous emporter? Ou nous réfléchissons, le cyclone va venir et il va être violent. Il faut l'affronter. Et pour l'affronter, il faut réfléchir. Il faut réunir des gens. Il faut faire appel à nos intelligences. Il faut faire appel à nos mamans, à nos papas, à nos frères, à nos femmes, à nos petits frères, pour qu'on réfléchisse ensemble. Moi, je ne vais pas être technicien de pétrole. Mais pourquoi les plus brillants des élèves de l'Université des Comores ne sont pas envoyés quelque part pour aller apprendre ça? Pourquoi on ne réfléchit pas? Ce qui me préoccupe, c'est, disons, Guanzao. On attend que les choses se passent. On n'est pas capable de les anticiper. On a, de 2014 à 2020, on a 6 ans pour anticiper. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ou est-ce qu'on va subir? Voilà, vous étiez sur Monti TV et nous avons reçu M. Seyd Abbas Ahmed qui nous a fait l'honneur de venir chez nous de parler du pétrole aux Comores. M. Seyd Abbas, encore une fois, merci et à très bientôt sur Monti TV. Bon, j'espère que vous allez être capable de mobiliser au moins 2 Comoriens qui s'intéressent au pétrole. Hein. Nous 2, ça fait déjà 2. Ah, mais moi, je suis déjà convaincu avant. Ok, bah ça vous avez déjà convaincu. Ah, je convainc mon petit frère. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok.